Madame, Messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur les antennes de Miracle TV+, pour cette nouvelle messe de l'actualité. Je vous propose tout de suite les principaux titres de ce journal. L'insalubrité dans certaines villes et communes de Côte d'Ivoire, une problématique majeure. Les sensibilisations et les sanctions semblent inefficaces. Alors, quand et comment parvenir au changement de mentalité? Élément de réponse en début de ce journal. Sur le continent africain, le groupe Dangote ambitionne de doubler sa production de carburant en passant de 650 000 à 1,4 million de barils par jour. Le groupe panafricain veut ainsi résoudre la crise en hydrocarbures qui frappe le continent africain. Et puis, fin de tournée pour le président américain Donald Trump en Asie. Un accord économique massif a été signé entre les États-Unis d'Amérique et la Corée du Sud. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à l'actualité sur Miracle TV+. Commençons ce journal par la Côte d'Ivoire. La salubrité fait partie du processus qui aboutit inévitablement à la santé des populations. En Côte d'Ivoire, malgré les campagnes de sensibilisation et les sanctions, le réflexe de propriété ne semble pas encore ancré dans les habitudes des Ivoiriens. Entre incivisme et manque de moyens, certaines communes font les frais de l'insalubrité. Constat tout de suite dans la commune d'Adjamé et de Yopougon. Au pied de ce panneau d'interdiction, des tas d'ordures. L'amende de 20 000 francs CFA, loin de dissuader, semble au contraire donner du tonus aux ennemis de l'environnement. Dans ce quartier de la commune d'Abobo, voiries et canaux de drainage ont été érigés en poubelles à ciel ouvert. Cet ébéniste, installé ici depuis quelques années, subit régulièrement les désagréments. Longtemps impliqué dans la sensibilisation des riverains, il est aujourd'hui exaspéré. Est-ce que ça même c'est bon? C'est pas bon. Vraiment, le canot même était bouché. C'est un problème d'incivisme, quoi. Les gars, ils ne savent pas ce qu'ils font, quoi. S'ils savaient que non, ça pourrait contenir des maladies, ça pourrait nous rendre malades, ça pourrait polluer l'air. Bon, ils n'allaient pas faire. Tout le monde dit qu'Abobo est sale, mais ce sont les populations elles-mêmes qui salissent. Lorsqu'on se plaint, on reçoit des injures. On nous dit que la rue n'est pas notre dortoir. Pourtant, les bacs à ordures sont bien visibles. Mais malgré leur présence, les droits de Dame Nature sont piétinés. Les eaux de vaisselle, quotidiennement reversées sur le bitume. Les déchets plastiques et solides, eux, finissent dans les caniveaux. Ce groupe d'amis a multiplié les opérations coups de balai, mais comme d'habitude, retour à la case départ. On notait les caniveaux tout moment, mais c'est les gens des quartiers là, tu vas noter comment. D'ici matin là, ils vont venir mettre tous les poubelles dedans. Il y a les poubelles qui sont derrière la route. Quand on les dit non, allez verser là-bas, bon, les gens refusent d'aller verser là-bas. L'incivisme des populations est perceptible à chaque coin de rue. Une problématique pour le conseil municipal d'Abobo, qui a pourtant mis en place 69 comités locaux de salubrité dans la commune. Cependant, les mentalités peinent à changer. Le changement n'est pas du tout facile. C'est pour cela que Madame le maire a bien voulu mettre en place un comité pour qu'ensemble, on s'approprie la question de la salubrité de la commune. Mais nous pensons que pour que les populations puissent changer de comportement, il ne faut pas seulement se limiter à la sensibilisation. Il faut que nous on aille à la répression. La police municipale va rentrer en action avec la répression. Yopougon-Siporex, en pleine voie express, des déchets paisiblement exposés, comme pour planter le décor. Autour de ces commerces, le constat est alarmant. Une quantité impressionnante d'ordures qui s'étend sur des dizaines de mètres. Cet endroit a maintes fois été le théâtre d'opérations grand ménage menées par le ministère de l'Assainissement. Mais après le passage des soldats de la salubrité, les caniveaux redeviennent des poubelles. Aminata, vendeuse de bouillie, ne nie pas la responsabilité des commerçants. C'est nous-mêmes qui versons les poubelles aussi, c'est pas joli à voir. Donc si la pluie vient comme ça, la pluie va envoyer les poubelles. Et puis nous aussi on va à côté de la pluie, là, c'est pas joli à voir. C'est vraiment désolant de constater que nos rues sont remplis de déchets, des déchets que nous-mêmes nous produisons. Aujourd'hui, l'insalubrité nous conduit beaucoup à l'hôpital. Regardez tout ça, regardez tout ça. Vous voulez un pays développé, mais vous n'arrêtez pas de jeter les ordures dans la rue. Fervent défenseur de l'environnement, Michael Yao
s'est invité cet après-midi à Yopougon-Siporex pour sensibiliser les populations. Quand vous vendez de la nourriture près d'un caniveau rempli d'ordures, qui peut créer la fièvre typhoïde, qui peut créer le paludisme, qui peut créer le choléra, et puis vous n'avez même pas une poubelle près de vous, est-ce que c'est normal? Si le Ghana est propre, si le Rwanda est propre, si le Bénin est aussi propre, pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens, changeons de mentalité. Nos rues ne sont pas des poubelles. Et parce que nos rues ne sont pas des poubelles, le gouvernement s'est doté d'un code de l'hygiène et de la salubrité, avec à la clé un arsenal de mesures répressives. Aujourd'hui, quand vous êtes en infraction, vous pouvez payer de 100 000 et jusqu'à même à 20 millions selon l'infraction. Et cette disposition doit être appliquée dans toute sa rigueur, sans discrimination de catégories ni de personnes. Des peines d'emprisonnement allant d'1 mois à 3 ans sont également prévues. En attendant que ces mesures produisent l'effet escompté, les rues de la capitale économique continuent de souffrir de la pollution. Une question centrale, à quand le changement de mentalité? Après la Côte d'Ivoire, je vous propose d'aborder à présent le chapitre Afrique de cette édition. Direction tout de suite l'Éthiopie, un pays qui rend fier l'ensemble du continent africain sur le plan économique. L'Éthiopie est en effet parvenue à baisser son taux d'endettement à l'extérieur de plusieurs dizaines de milliards, de 23 milliards de dollars exactement, à 4,5 milliards de dollars. Eh bien, c'est un exemple à suivre. La dette extérieure de l'Éthiopie est passée de 23 milliards de dollars il y a 6 ans à 4,5 milliards de dollars. Une réduction drastique intervenue après le rééchelonnement de l'ardoise. Le gouvernement éthiopien veut désormais s'appuyer sur les ressources internes pour financer le développement plutôt que de se tourner vers les créanciers externes. Cette nouvelle option a été vantée mardi par le Premier ministre Abiy Ahmed alors qu'il défendait son programme de réforme économique devant les députés éthiopiens. Le gouvernement éthiopien a annoncé mi-octobre que les recettes d'exportation du pays avaient atteint 8,3 milliards de dollars pour l'exercice 2024-2025, l'un des estimations de 6,37 milliards de dollars du Fonds monétaire international. Addis Abeba a conclu un accord de principe en mars 2025 avec les créanciers officiels. Restons dans l'actualité africaine pour parler énergie. À présent, le groupe Dangote ambitionne de doubler sa production en carburant en la faisant passer de 650 000 à 1,4 million de barils par jour. Cette décision vise à apporter une réponse pragmatique et efficace à la crise énergétique qui frappe plusieurs pays, notamment le Mali, où des centaines de milliers de personnes font la queue pour avoir quelques litres de carburant. Fidèle à sa politique, Dangote vise donc à apporter une réponse essentielle dans le développement du continent africain. On en sait plus dans ce reportage. Aliko Dangote, président directeur général du groupe Dangote, a annoncé son intention de doubler la capacité de la raffinerie de Lagos, la faisant passer de 650 000 à 1,4 million de barils par jour. Cette expansion vise à répondre à la demande croissante de carburant en Afrique et au-delà, tout en stimulant la production pétrochimique et en respectant les normes Euro 16 pour une énergie plus propre. Le projet devrait créer environ 65 000 emplois, soulignant l'engagement de Dangote à renforcer l'infrastructure énergétique de l'Afrique et à réduire la dépendance aux importations de carburant, Afreximbank jouant un rôle clé dans le soutien de cette vision. Aucune institution bancaire dans l'histoire de l'Afrique n'a autant aidé l'Afrique que Afreximbank sous la direction d'Orama. Et je suis vraiment très heureux que Georges Elombi lui succède. Et je suis sûr que cette dynamique va se poursuivre. C'est une très grande opportunité, une décennie de croissance au service des entreprises africaines. Je peux vous assurer que sans Afreximbank, nous n'en serions pas là où nous en sommes aujourd'hui, même en tant qu'entreprise. Je parle du groupe Dangote. Cette expansion souligne les ambitions industrielles croissantes du Nigeria et met en évidence le rôle crucial des institutions financières africaines dans le soutien des projets transformateurs. Afreximbank, sous la direction du professeur Bénédicte Orama, a joué un rôle déterminant dans le financement de la phase initiale de la raffinerie et devrait poursuivre son soutien à l'expansion sous la direction du nouveau président de la banque, le docteur Georges Elombi. En réalité, le financement a été rendu possible principalement grâce à Afreximbank et à d'autres banques. Mais Afreximbank a dirigé le consortium.
Sans Afreximbank, comme je le répète souvent, la raffinerie n'aura pas été possible. Nous remercions sincèrement Ourama pour son leadership visionnaire. Il laisse derrière lui un héritage exceptionnel. Avec Georges Elombi à la tête d'Afreximbank, je suis convaincu que l'institution continuera à faire progresser les industries et le commerce africain en veillant à ce que des projets comme notre raffinerie puissent atteindre leur plein potentiel. L'expansion de la raffinerie de Dangote met en évidence le partenariat croissant entre les industries africaines et les institutions financières multilatérales comme Afreximbank, annonçant une nouvelle ère d'industrialisation à grande échelle et de création de valeur ajoutée sur le continent. Quittons l'actualité africaine pour nous intéresser au vieux continent en France, au musée du Louvre à Paris. Il y a moins de 10 jours, un vol spectaculaire s'est déroulé. Ce vol qualifié de casse du siècle porte sur plusieurs bijoux de grande valeur. 2 suspects ont été interpellés. Ils reconnaissent partiellement leur implication dans ce vol. Eh bien, je vous propose d'écouter un extrait de la conférence de presse de Madame la procureure de Paris. Les 2 hommes suspectés d'avoir participé au spectaculaire cambriolage au musée du Louvre, arrêtés samedi, ont partiellement reconnu leur participation selon la procureure de Paris. Leur placement en détention provisoire a été requis par le parquet. Ils sont actuellement en cours de présentation devant les magistrats instructeurs en vue de leur mise en examen pour les infractions de vol au pluriel en bande organisée, crimes faisant encourir la peine de 15 ans de réclusion criminelle et d'une forte amende. De la même façon, la qualification d'association de malfaiteurs a été retenue, délit faisant encourir la peine de 10 ans d'emprisonnement. L'un des suspects est un franco-algérien de 34 ans connu pour des faits de délinquance routière. Son ADN a été retrouvé sur l'un des scooters utilisés par les cambrioleurs pour s'enfuir. Il a été interpellé juste avant d'embarquer pour un vol vers l'Algérie. L'autre suspect arrêté près de son domicile d'Aubervilliers est un Français de 39 ans, connu pour des faits de vol aggravés. Son ADN a été retrouvé sur l'une des vitrines fracturées. Les bijoux, eux, sont toujours dans la nature alors que l'enquête se poursuit. Poursuivons l'actualité outre-Atlantique avec la fin de tournée asiatique du président américain Donald Trump. Il est arrivé à Séoul, capitale de la Corée du Sud, où il a mis un terme officiellement à cette tournée avec à la clé la signature d'un accord économique massif. Les détails de cet accord tout de suite dans ce reportage. Donald Trump est en Corée du Sud ce mercredi, dernière étape de sa tournée asiatique. Le président américain a été accueilli par son homologue sud-coréen Lee Jae-myung à Gyeongsu, dans le sud-est du pays, en marge du sommet de la coopération économique Asie-Pacifique. La rencontre a abouti à la finalisation d'un accord économique et industriel massif entre Washington et Séoul, fruit de plusieurs mois de négociations. La Corée du Sud s'engage à investir 350 milliards de dollars aux États-Unis, dont 200 milliards en numéraire et 150 milliards pour la coopération dans le secteur de la construction navale. En échange, Washington accepte de réduire à 15% les taxes sur les exportations automobiles sud-coréennes. La Corée du Sud accueillera également jeudi les négociations commerciales très attendues entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping à Busan. Le président américain s'est montré optimiste avant cette rencontre. Pékin, de son côté, a également exprimé sa volonté de travailler de manière constructive avec Washington. Alors que Washington et Pékin sont engagés dans une guerre commerciale acharnée, l'accord pourrait entraîner la levée des droits de douane américains que Donald Trump menaçait d'imposer dès le 1er novembre. En échange, Pékin s'engagerait à reporter d'1 an l'entrée en vigueur des restrictions sur les exportations de ces terres rares.
Du football, avant de refermer les pages de cette édition, les éléphantes de Côte d'Ivoire ne seront pas présentes à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines d'édition 2026. La raison est simple, les éléphantes ont été battues par les Lions de la Teranga, ici même à Abidjan, au stade olympique des Bimpe, score vierge à l'aller comme au retour, et puis l'inévitable épreuve des tirs au but qui ont tourné à la faveur du Sénégal. Dans un duel tendu et indécis, le Sénégal a obtenu son billet pour la Total Energy Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026, mardi 28 octobre, au stade Alassane Ouattara des Bimpe. Après un nul vierge, à l'aller à tierce, de 0 partout, les deux équipes se sont de nouveau neutralisées au retour, poussant la décision jusqu'au tir au but. Dans une ambiance surchauffée, les Lions de la Teranga ont su garder leur calme pour s'imposer 5 tirs à 4 face aux éléphantes. Nous avons une équipe qui gagne en maturité, qui gagne en solidité et qui gagne en caractère. Je pense que c'est ce qu'on voulait voir ce soir, elles l'ont fait. Je les félicite encore et je félicite l'ensemble du peuple sénégalais qui a été derrière nous parce que ce n'était pas évident, après avoir fait 0-0, de venir chercher cette qualification ici. De leur côté, les Ivoiriennes quittent la compétition avec regret. Malgré une domination par séquence et plusieurs occasions franches, elles ont manqué d'efficacité devant le but. Une élimination douloureuse qui met en lumière le travail restant à accomplir pour les prochaines rencontres. Nous n'avons pas marqué, c'est ça qui n'a pas marché. Et voilà, c'est ça, c'est le football, nous sommes déçus. Je suis fier de mon équipe, je suis fier de mes coéquipiers parce que vous avez vu, c'est vrai que nous avons péché dans la finition, mais nous avions que tout donner pour gagner, pour aller à la CAN. Cruelle désillusion pour la Côte d'Ivoire, éliminée aux portes de la qualification malgré une prestation solide et de nombreuses occasions manquées. Le Sénégal rejoint ainsi les autres nations qualifiées pour la CAN féminine 2026 au Maroc, où les Lions tenteront de poursuivre leur ascension sur la scène continentale. Et voilà, c'est sur ces images d'une sélection féminine ivoirienne impuissante que nous refermons les pages de cette édition. Ça a été un plaisir de vous retrouver sur Miracle TV+. Cette édition a été réalisée par Linda Tepi, caméra centrale Tiffany Koulibaly, coordination au niveau de la rédaction Rachel Nyodjenyayan. Merci à vous tous et toutes de votre aimable fidélité.